En novembre, Arnold Roth a publié une tribune pour JNS marquant ce qui aurait été les 40 ans de sa fille Malki. Titre: Pourquoi la justice américaine pour les victimes du terrorisme est-elle toujours bloquée? Malki a été assassiné avec 2 autres Américains et 13 autres personnes par un kamikaze, qui avait été conduit à la pizzeria Sparrow à Jérusalem le 9 octobre 2001 par une terroriste nommée Ahlam Tamimi, qui vit aujourd'hui comme une citoyenne libre en Jordanie, malgré un mandat d'extradition américain à son encontre. Bienvenue au studio JNS Télévision Arnold Roth. Merci Steve, c'est un plaisir d'être ici. Dites-nous un peu pourquoi la terroriste responsable du meurtre de votre fille et de 15 autres personnes est toujours en liberté. Bonne question. Comme je n'ai pas la réponse, nous pouvons arrêter l'entretien maintenant. Mais la réalité, c'est que tenter de changer cette situation est devenu une de mes préoccupations peu après l'accord Shalit en 2011. Lorsque cette femme a été libérée, avec plus d'1 millier d'individus qui étaient tous des terroristes condamnés, elle, contrairement aux autres, était citoyenne jordanienne et est allée directement en Jordanie après une escale au Caire. Là-bas, la direction du Hamas l'a chaleureusement accueillie et elle y travaille encore. Et ensuite en Jordanie, où elle est devenue une héroïne et une personnalité médiatique à tous points de vue. Ce qui est révoltant dans cette histoire qui me préoccupe et qui a commencé en 2001 avec le massacre de Sbarro, c'est que personne ne prête attention à la réalité terrifiante. Que Tamimi est libre, non seulement libre, mais aussi une célébrité qui mène une vie de rêve en Jordanie. Et cela doit changer. Et vous avez parlé à des responsables américains, que vous disent-ils? Y a-t-il une chance que sous la 2e administration Trump, justice soit rendue? Il y a toujours une chance, il y en a eu une à chaque étape. Il est difficile de donner une évaluation intelligente et crédible des chances réelles. Mais ce que je peux dire, c'est que, contrairement à votre question soigneusement formulée, ce que je fais principalement, c'est parler aux responsables américains et très rarement avec eux. Les exceptions confirment à peu près la règle, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à en parler, non pas parce que l'affaire n'est pas importante. Sans aucun doute, cette femme est la fugitive la plus recherchée d'Amérique. Elle a une prime de 5 millions. Le département d'État. Les gens pourraient être surpris de l'apprendre. Il y a une récompense du département d'État sur sa tête. Elle fait partie des personnes les plus recherchées par le FBI. Je demande souvent, selon vous, combien de personnes figurent sur la liste des plus recherchées du FBI? Combien de terroristes? Les gens répondent 5 000. Et la réponse à ce stade, c'est environ 24. Et elle fait partie de cette liste. Et pourtant, non seulement elle est libre, mais en plus elle est très influente en Jordanie. Il est clair que quelque chose ne va pas dans cette situation. Quelle est, selon vous, la meilleure option pour y parvenir? Je sais que vous et votre épouse, votre famille, n'avez jamais arrêté et n'avez jamais abandonné. Selon vous, quelle est la meilleure voie à suivre? La meilleure voie à suivre est également la meilleure façon d'y parvenir. Cela concerne seulement les États-Unis, pas la Jordanie, Israël, l'Australie ou d'autres lieux. Il s'agit uniquement d'un acte de volonté de la part des personnes qui détiennent le pouvoir aux États-Unis. Dire aux Jordaniens, qui dépendent totalement de la générosité des États-Unis, de ses contribuables, leur dire « 16h30, nous la voulons à l'aéroport à 16h30 aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a à faire ». Un traité lie les États-Unis et la Jordanie, il est clairement valide et contraignant. Même si la Jordanie a déclaré juste après l'accord Shalit qu'elle ne serait pas libérée parce que le traité n'est pas valide. Oui, il l'est, mais personne ne croit ni n'accepte les Jordaniens. Tout le monde détourne le regard et fait semblant d'ignorer. Nous savons que pour les Jordaniens, il est important d'avoir un alibi. Et leur alibi, c'est qu'il n'y a pas de traité. Mais il y en a un, bien sûr qu'il y en a un. Il y a toujours eu un traité. Les Jordaniens ont respecté le traité à de multiples reprises, dans de nombreux cas. Ils choisissent de ne pas remettre cette femme, donc une décision doit être prise. Cela peut se faire au département d'État ou au Conseil de sécurité nationale, mais la décision revient à la Maison-Blanche. Et je ne me laisserai pas entraîner parce que je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit de se laisser entraîner à dire « Eh bien, est-ce que ce président est meilleur qu'un autre président? Est-ce que le 2e mandat de ce président est meilleur que le 1er mandat de ce président ?» Ça ne marchera pas. N'importe qui peut et doit absolument respecter la justice américaine s'il est dans un rôle politique de défense de la justice américaine.
Il devrait aussi protéger les intérêts diplomatiques américains, clairement compromis en laissant la Jordanie s'en sortir ainsi aujourd'hui. Toi et ta famille avez fait l'ALIA depuis les États-Unis, mais tu es originaire d'Australie et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Après la récente attaque terroriste à Bondi Beach, je sais que c'est une question injuste, mais qu'avez-vous ressenti en voyant à nouveau 16 personnes tuées lors d'une attaque terroriste sur votre propre territoire? Vous en êtes bien conscient, Steve, ce qui facilite la conversation. Je dois dire oui. C'est très éprouvant, vraiment éprouvant dans tous les sens du terme, de voir ce qui s'est passé à Sydney. Le massacre à Bondi Beach qui a été commis au nom de l'islam par des personnes qui affirment l'avoir fait au nom de l'islam. C'est similaire à la pizzeria Sabara où la femme a agi. Le Hamas est entièrement lié à l'islam et ne sait rien des territoires occupés ou des lignes vertes. Le gouvernement australien, avec qui je n'ai eu que des ennuis au fil des années. Ma fille est en fait née en Australie, même si elle avait la citoyenneté américaine, puis, en temps voulu, la citoyenneté israélienne. Le gouvernement australien, comme la plupart des politiciens, prend la fuite quand j'arrive. Personne ne veut affronter la question de dire aux Jordaniens que tout le monde sait être modéré et les aime et ne leur souhaite que du bien. Personne ne veut leur dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Les gens prennent cette bouchée, cette femme qui est célèbre uniquement parce qu'elle a ciblé des enfants pour les tuer, puis les a tués. Envoyez-la aux États-Unis par avion avant que l'Australie ne le fasse. Le gouvernement australien, ces dernières années, et j'essaye de ne pas paraître politique à ce sujet, a fait des choses terribles. En détournant le regard face à une montée incontestable de l'antisémitisme, en grande partie alimentée par un grand nombre de musulmans qui se sont installés en Australie après notre départ, nous avons en fait notre alia depuis l'Australie. Ma femme est effectivement américaine. Le gouvernement australien a ignoré la situation et s'est soudainement retrouvé en difficulté. Ils en ont fait une occasion de modifier les lois sur les armes à feu, comme si la faiblesse des lois sur les armes à feu avait poussé ce père et ce fils animés par l'idée d'un massacre sur la plage. Mais ce n'était pas le cas. Les armes auraient pu être obtenues dans tous les cas. Modifier les lois sur les armes à feu ne changera rien. Les Juifs ne peuvent pas défiler ni marcher sereinement dans les rues de Melbourne, Sydney ou ailleurs, sans être harcelés, attaqués, insultés ou pire. En voyant tout cela, je remarque malheureusement de très forts parallèles entre la situation australienne et ce que les États-Unis se sont infligés à eux-mêmes. Autrement dit, prétendre qu'il n'y a aucun problème avec Jordan ni avec le terrorisme islamiste. Et cela permet simplement à cette situation de perdurer en ignorant les rotes, je dois le dire, en ignorant les rotes, en faisant simplement semblant que nous ne sommes pas là, mais en ignorant le problème lui-même. C'est un problème bien plus grave, l'ignorer. Pour revenir un peu à Malki, parlez-nous un peu d'elle ainsi que de la Fondation Malki que vous avez créée en sa mémoire et votre situation aujourd'hui avec votre famille qui vit à Jérusalem. Il m'est beaucoup plus facile de parler du meurtre que de parler de Malki. La perte de Malki, la 4e de nos 7 enfants, l'enfant du milieu, la première fille après 3 garçons, a été douloureuse d'une manière difficile à décrire, et ça l'est toujours. Malki, jeune femme de 15 ans exceptionnellement charmante, n'a jamais eu la chance d'atteindre ses 16 ans et était très dévouée aux personnes dans le besoin. Cela peut sembler vague, mais sa plus jeune sœur, que nous ignorions être née aveugle et avec des lésions cérébrales, a subi d'autres dommages au cerveau après son premier anniversaire à cause de graves problèmes. Et Malki faisait vraiment partie intégrante du système de soutien pour sa sœur. Et ensuite, elle a trouvé des moyens d'appliquer les leçons qu'elle avait tirées de sa relation avec sa propre sœur dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire à l'école, pendant les jeux et avec ses amis. Donc, quand nous étions assis chez nous dans la tristesse des 7 jours de deuil, et qu'après que de nombreuses personnes, des milliers de personnes, soient passées, notre maison n'était plus la même. J'ai demandé aux enfants de s'asseoir avec moi. Ma femme n'était pas en état d'avoir une conversation, et j'ai dit à tout le monde autour de moi, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire pour que Malki soit rappelé? Le résultat de cela a été que, comme vous l'avez dit, nous avons créé la Fondation Malki. Elle en est maintenant à sa 25e année. Elle fait des choses merveilleuses de manière très discrète. Tout cela est axé sur les domaines dans lesquels Malki excellait, l'empathie, le soutien et en particulier l'attention portée aux enfants ayant des besoins spécifiques et à leur famille. C'est donc un grand réconfort, mais c'est difficile d'en parler.
Mais d'un autre côté, je veux que les gens le sachent. L'organisation s'appelle en hébreu Karen Malki, c'est un seul mot, karenmalki.org, et toutes les informations s'y trouvent, y compris la chanson très émouvante de Malki. Une chanson qu'elle a composée et que nous avons découverte lorsque son ami nous l'a chantée un matin dans la maison. Et je le sais, l'attentat du moineau a également conduit la famille Belsberg à créer l'association Une famille pour les victimes du terrorisme. Est-ce que cela t'aide à traverser chaque journée? Je veux dire, je me demande, où trouves-tu la force de continuer de te battre? Tu avais promis qu'on parlerait ici 4 heures, mais j'aurais besoin de plus de temps. Ce que je peux dire, c'est qu'au moins dans notre cas, la plupart du soutien, de la résilience et de la capacité à faire face viennent de la famille elle-même. Je ne minimise pas les efforts des autres organisations. Tu as cité une famille, il y en a d'autres. De notre point de vue, prendre soin les uns des autres a vraiment été le message clé. Nous avons maintenant une autre génération. Nous avons, je ne veux pas donner de chiffres, mais nous avons plusieurs petits-enfants qui portent le nom de Malki. Donc, la réalité de faire face à la perte nous entoure tout le temps, pas de manière triste, mais de façon très positive, et c'est la meilleure chose que je puisse dire. C'est ça, la vitalité et la proximité de la vie de famille sont les choses les plus importantes dont nous avions besoin, et grâce à Dieu, nous les avons eues pour pouvoir traverser cette épreuve. Je dois aussi dire que dans la campagne visant à faire juger Ahlam Tamimi, la misérable barbare en Jordanie, elle a été inculpée. Je ne l'ai pas mentionné, elle a été inculpée en 2013 aux États-Unis, et ses accusations sont toujours en attente. Cette campagne, c'est nous deux. Et nous n'avons jamais, consciemment jamais voulu imposer ce fardeau à nos enfants ou à nos petits-enfants. Et c'est ainsi que cela devrait vraiment être. Mais en tant que famille, être ensemble, c'est vraiment ce qui nous permet de tenir. Il y a encore un débat houleux en Israël sur la libération des otages et la libération par Israël de prisonniers palestiniens. Je sais que vous ressentez fortement cette question, mais pendant que je faisais des recherches, je suis aussi tombé sur le nom d'Abdallah Barghouti, qui était le fabricant de bombes dans l'attentat terroriste du Moineau, ainsi que dans plusieurs autres attaques. Et il a finalement été condamné à la plus longue peine jamais infligée par Israël. Mais j'ai remarqué qu'il reçoit toujours une pension de l'autorité palestinienne. Et comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est la politique de l'autorité palestinienne. Abdallah Barghouti est l'incarnation vivante de la façon dont tuer des gens peut faire de vous une figure heureuse et plus grande que nature. On le confond souvent avec Marwan Barghouti, qui est de son clan, qui a personnellement financé et qui est aussi en prison, et il est considéré comme un grand modéré, tellement modéré que, d'après ce que j'entends, on l'inviterait même à dîner, et ils veulent qu'il soit libéré. Il a financé la fabrication de la valise guitare piégée qu'un certain jeune Palestinien, un fanatique religieux, a apporté au Sabaro et a fait exploser. Il était la bombe, j'aurais dû le dire plus tôt. Les gens parlent souvent d'un attentat suicide. Il n'y a pas eu de suicide. Le garçon, le jeune homme qui portait la bombe, voulait tuer des gens. Qu'il survive ou non lui était indifférent. C'est pareil pour Abdallah Barghouti. Il ne s'agit pas pour lui d'être coupable ou d'avouer que c'est mal. Il se sent merveilleux. L'autorité palestinienne et la société arabe palestinienne le voient comme un héros. Il considère Marwan Barghouti comme un héros. Nous avons de gros problèmes avec nos voisins. Et quel est votre message à nos téléspectateurs concernant les futures négociations et les futures prises d'otages? C'est un cadeau, merci de me l'avoir offert. Tout d'abord, nous avons un Premier ministre intransigeant qui a écrit dans les années 1990 un livre sur la façon de traiter avec les terroristes. Et dans ce livre, il a écrit, et les mots sont spectaculaires, « On ne fait jamais de compromis avec les terroristes. Tout ce que vous faites en agissant ainsi, c'est accroître leur appétit pour en obtenir davantage. » Voilà, c'est Bibi Netanyahou. Ce n'est pas une déclaration politique, mais il est incontestable que Bibi a écrit ce livre que j'appelle le guide du débutant pour traiter avec les terroristes. Il l'a écrit, ce fut un grand succès. Mais à la première occasion de suivre ses propres conseils, il ne l'a manifestement pas fait. Et c'est pourquoi l'accord Shalit a entraîné la libération de 1027 tueurs, dont Ahlam Tamimi. Mon seul conseil, basé sur ce que je viens de dire, est de ne jamais conclure d'accord avec des terroristes.
Et oui, je comprends qu'il y a cet argument et cet autre argument, et beaucoup de passion autour de ces questions. Et si, et laissez-moi le dire clairement, l'une des victimes, l'une des personnes prises en otage, était l'un de mes enfants. Je pourrais être dehors à tuer et à exiger un accord avec les terroristes, mais ce n'est pas le rôle d'un Premier ministre. On ne peut pas faire semblant que conclure de tels accords n'a pas de conséquences. Il est évident qu'il y en a. Les conséquences étaient connues à l'avance. Les conséquences ont été brillamment exposées par Bibi Netanyahou dans son livre. Nous en payons le prix aujourd'hui, en octobre. Le 7 est une conséquence directe de l'accord Shalit de 2011. Je sais que l'un des principes bibliques qui vous motive est Tzedek, Tzedek, Théodov. Justice, justice, tu poursuivras. Comment pouvons-nous obtenir cette justice dans ce cas précis? Ma réponse ici va être assez claire. Nous n'allons pas l'obtenir par un acte de volonté, nous allons l'obtenir en influençant les gens. 2 groupes, voire 3, n'ont pas réagi comme il fallait et il est temps qu'ils le fassent. Le premier, ce sont les médias. La plupart des médias ne couvrent pas du tout cette situation choquante où Jordan garde cette femme libre. Il est temps que ce sujet soit d'actualité. J'ignore pourquoi ce n'est pas le cas, même si je peux en deviner les raisons, aucune explication n'est satisfaisante. Le deuxième groupe est le Congrès des États-Unis. Nous avons connu 4 administrations depuis l'arrivée de Tamimi en Jordanie. Et nous attendons toujours de voir une indignation de la part des législateurs américains pour dire que c'est scandaleux. Nous ne devrions pas envoyer l'argent des contribuables en Jordanie, un des principaux bénéficiaires de l'aide américaine. Nous avons échoué là-bas. Et le troisième, qui est de loin le plus douloureux, c'est la direction juive américaine. Je ne vais pas citer de nom, mais je suis actuellement engagé dans un dialogue très douloureux avec certaines des organisations juives américaines les plus en vue. Mes revendications sont simples, je ne leur demande pas d'acrobatie. D'un point de vue politique, je veux qu'ils s'expriment clairement, de façon cohérente. Je veux qu'ils disent ce qui doit être dit, que c'est une atteinte à la justice, que c'est une atteinte à la lutte contre les terroristes. Et de mauvaises décisions ont été prises, et il est temps qu'elles soient annulées. Tamimi est l'incarnation d'une mauvaise politique. Je ne parle ni de la politique jordanienne ni israélienne, mais de la politique américaine. L'Amérique n'a pas créé ce problème, mais on lui a demandé d'y faire face, et le gouvernement n'a pas su le gérer globalement. Voyez-vous un lien entre l'attentat terroriste en Australie, ce qui se passe aux États-Unis et la montée de l'antisémitisme? Oh, absolument, je le vois. Je dirais que dans les 2 cas, il manque clarté et cohérence. Le gouvernement australien doit être clair, non seulement sur les lois sur les armes à feu, car ce n'est pas de cela qu'il s'agissait dans la catastrophe de Bondi Beach, mais aussi sur l'antisémitisme, la bigoterie et la haine publique. Avec une propension au meurtre en toile de fond qui n'est plus théorique, nous savons maintenant que cette propension au meurtre est absolument réelle. Les auteurs de ces meurtres ne représentent pas une infime minorité et ne se limitent pas à un homme et son fils. Aux États-Unis, nous avons un problème similaire. Tout le monde dans le monde arabe est au courant, c'est exagéré, mais tout le monde en Jordanie est certainement au courant. Et un plus grand nombre de leaders d'opinion et de personnes ordinaires dans le monde arabe en sont conscients. La Jordanie a mis les États-Unis à genoux en l'emportant sur la volonté américaine pour empêcher que ce héros vedette du Hamas soit remis aux Américains. C'est une victoire qui est racontée chaque jour. Je lis les réseaux sociaux arabes tous les jours. C'est un sujet important, même si ce n'est pas le cas pour l'Américain moyen ou pour le conseiller politique moyen. Pour les membres du Congrès, la clarté et la cohérence sont absolument essentielles. L'une des façons dont l'Amérique montre un manque de clarté et une absence totale de cohérence, c'est à travers un événement qui s'est produit il y a seulement quelques jours. Les États-Unis et la Jordanie, par le biais d'une visite du chef du département de la sécurité intérieure en Jordanie, ont annoncé que la Jordanie fait désormais partie d'un groupe très élitiste. C'est un peu comme un groupe de voyageurs fréquents, et cela s'appelle le programme Global Entry. La Jordanie subit ce traitement. La Suisse, l'Australie, l'Allemagne et quelques autres pays privilégiés ont le privilège de permettre à leurs citoyens de faire une demande spéciale pour bénéficier d'un traitement de faveur. À l'entrée aux États-Unis, les détails importent peu. Ce qui est important ici, c'est de poursuivre une sorte de politique de récompense envers les Jordaniens. Tout le monde impliqué dans cette affaire oublie ou fait semblant d'oublier cela. La Jordanie, je pense, est presque unique en tant qu'allié américain qui a violé son traité fondamental
un traité conclu en 1995 entre Clinton et le roi Hussein II, qui est le père du roi actuel. On ne peut pas oublier ces choses-là, on ne peut pas faire comme si elles n'avaient jamais existé. Vous ne pouvez pas faire preuve d'un manque de clarté et d'un manque de cohérence, et ensuite vous attendre à ce que vos citoyens vous applaudissent. C'est malheureusement ce qui caractérise ce qui a terriblement mal tourné. Tant en Australie, et je parle en tant qu'Australien de naissance ayant la citoyenneté australienne, qu'aux États-Unis. Je parle en tant que père d'un citoyen américain, et je suis révolté par le manque de réactivité et le manque de fierté que je ressens de la part du gouvernement américain. Donc il y a quelque chose qui malheureusement rend le moment de notre conversation particulièrement poignant, et j'espère que cela va changer. Je ne vois pas beaucoup d'élan vers le changement, mais si cela n'arrive pas, ce ne sera pas faute d'efforts de la part de ma femme et de moi-même. Votre message final alors que nous approchons de la fin de cet entretien? Je veux que les gens connaissent la vie de ma fille, parce qu'elle n'est pas une cause. Perdre un enfant précieux sera toujours difficile pour les parents. Nous sommes certainement cohérents à ce sujet, mais j'espère que les gens qui regardent comprennent que la perte d'un enfant devient infiniment plus difficile, infiniment plus douloureuse. Quand vous voyez la personne qui a fait ça danser sur la tombe de Malky, triomphante, comme une célébrité, protégée par le gouvernement d'un important allié des États-Unis, la Jordanie, et indirectement par les États-Unis, tout cela reste extrêmement difficile. Je ne suis pas un orateur unique, et notre cas n'est pas un cas unique. Mais lorsque nous avons affaire à des personnes qui s'engagent dans le terrorisme, nous avons besoin d'une approche différente. Et l'expérience en Australie montre que si vous vous trompez, le prix à payer peut vous tomber dessus soudainement, et il sera impossible de l'effacer du dossier. Arnold Roth, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le studio de JNS Télévision et nous sommes à vos côtés dans ce combat. Merci beaucoup.